Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour la suite de notre entretien sur la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires, une source d'eau tarissable ou intarissable. Nous rappelons que c'est le troisième article que vient de publier Raymond Luneko, expert indépendant et spécialiste à la législation minière. Au cours de l'émission d'hier, il avait démontré qu'il ne faut pas, mettre beaucoup d'accent sur cette dotation parce qu'elle est comparable à une source d'eau tarissable. Mais avant de continuer, il va nous faire le résumé, juste un rappel de ce qu'on avait dit hier en nous donnant les éléments qui soutiennent cette thèse. Aujourd'hui, nous allons nous apaiser sur les obligations telles que fixées par les législateurs. Nous allons les traiter l'une après l'autre. Mais avant d'en arriver là, je voudrais d'abord dire bonjour à notre invité, l'expert, notre expert. C'est vrai, ça fait toujours plaisir d'être là pour partager avec vous les différentes connaissances telles qu'on l'a dit. Et si vous permettez, nous allons faire rapidement un petit résumé. Hier, on a parlé de la dotation 0,3% minimum du chiffre d'affaires et on a expliqué simplement que au cours d'une année civile, l'entreprise minière peut produire des revenus, lesquels revenus sont considérés comme étant son chiffre d'affaires annuel. Et c'est dans ce chiffre d'affaires annuel qu'elle va ponctuer, parce que c'est l'entreprise, qu'elle va ponctuer les 0,3%. Pourquoi les 0,3%? Parce que c'est une obligation légale. C'est écrit dans les codes et dans les règlements miniers. Nous sommes au niveau de l'article 414 du règlement minier. Il va respecter cette obligation, laquelle obligation sera libérée chaque année et l'argent sera mobilisé seulement pour la communauté locale et essentiellement pour le développement des communautés locales. Et cette dotation sera gérée par un organisme spécialisé. Il y a Madame la ministre des Mines et Monsieur le ministre des Affaires sociales qui ont pris un arrêté interministériel portant un manuel de procédure. Dans ce manuel de procédure, on a prévu comment cette dotation sera gérée. Il y a un organisme spécialisé, mais au-dessus de l'organisme spécialisé, il y a un comité de suivi. Mais au sein de l'organisme spécialisé, on a mis en place une unité d'exécution des projets. Et c'est cette unité d'exécution des projets qui va commencer à implémenter les différents projets qui seront calés par l'organisme spécialisé, lequel l'organisme spécialisé est contrôlé par le comité de suivi. Donc il y a une organisation pour que cet argent ne soit pas dilapidé, mais pour que cet argent soit géré en bon escient. Mais pour nous, nous disons, c'est une bonne chose, nous saluons de demain, mais sauf que c'est une source tarissable. Il ne faut pas trop compter sur ça. Il faut peut-être créer d'autres stratégies pour que ces différentes dotations qui seront prises à travers la République soient gérées par une espèce de banque centrale minière que nous appelons haute autorité chargée de la gestion des ressources minières ou des revenus dans le secteur minier. C'est cette banque centrale minière qui va gérer les différentes dotations et la banque centrale aura des succursales un peu partout à travers la République. Et dans ces succursales, on va commencer à implémenter les différents projets au regard des desiderata des communautés locales. De cette façon-là, nous allons pérenniser l'idée, mais s'il faut seulement compter sur la dotation gérée par l'organisme spécialisé, les jours où l'entreprise minière va fermer ses portes, automatiquement, il n'y aura plus de dotation et automatiquement, le développement communautaire va connaître un problème et on n'aura pas d'élan. Voilà, c'est en quelque sorte les résumés qu'on peut faire. D'accord, merci beaucoup Raymond Luneko pour ces explications. Je l'ai dit à l'introduction que nous allons parler des différentes obligations telles que fixées par les législateurs. Nous allons les traiter l'une après l'autre. Hier, vous aviez quand même dit quelque chose. En tout cas, ce n'était pas de manière approfondie, mais aujourd'hui, nous allons vraiment les approfondir. Oui, Raymond Luneko, pourriez-vous nous parler des obligations, nous faire un peu rappel par rapport à ce que vous avez dit hier, mais aujourd'hui de manière détaillée. Je voudrais que vous puissiez un peu nous dire ces différentes obligations telles que fixées
par les législateurs. Vous avez dit qu'il y a les obligations sociétales, environnementales, mais je voudrais que vous puissiez les citer vraiment toutes, vous les citez, comme ça vous allez donner des explications l'une après l'autre pour permettre à ceux-là qui nous suivent de bien comprendre. Alors, moi je suis, tel que je vous ai dit, à votre disposition. Comme vous avez dit qu'on cite l'une après l'autre, je suis totalement d'accord. Alors, nous allons, si vous permettez, lire aussi les différentes dispositions légales, c'est important. Alors, nous allons commencer par la première disposition. On est au niveau de l'article 404 bis du règlement minier. Là, on nous parle des mesures préventives d'exposition et de contamination. Ça, c'est la première obligation. On est au niveau des obligations environnementales. C'est la première obligation environnementale qui est prévue dans l'acte réglementaire. Alors, l'article 404 bis dit « L'opérateur minier est responsable de la radioprotection pour toutes ses activités conformément à la loi portant dispositions relatives à la protection contre les dangers de rayonnement ionisant et à la protection physique des matières et des installations nucléaires et les décrets portant réglementation de la protection contre les dangers des rayonnements ionisants. » Alors, l'alinéa D nous dit ceci, il doit, c'est-à-dire les titulaires ou l'entreprise minière, doit assurer la protection radiologique de ses travailleurs et prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que ces activités minières ne soient source de contamination radiologique de l'environnement afin de prévenir l'exposition et la contamination du public au rayonnement ionisant. C'est-à-dire ça, c'est la première obligation. Nous sommes au niveau de l'article 404 bis du règlement minier et dans cette disposition, c'est très clair pour comprendre. On nous présente des acteurs. Les premiers acteurs, c'est l'entreprise. L'entreprise a des obligations. C'est une obligation de prévenir toute contamination. N'est-ce pas? On prévient pour protéger qui? Pour protéger le public et pour protéger ses propres travailleurs à lui. Ok. Et l'entreprise a l'obligation de respecter même les décrets portant protection contre les rayonnements ionisants. Et ces décrets existent. Voilà pourquoi hier je vous ai dit qu'il existe dans ces pays un comité national chargé de la protection contre les rayonnements ionisants. C'est un prix qui existe. Donc l'entreprise est appelée à travailler avec les CNPRI pour lui permettre d'avoir des informations par rapport au contenu même de ces décrets-là. Donc ici, pour éclairer la lanterne des personnes qui nous suivent, quand on parle des rayonnements ionisants, c'est-à-dire, ce sont des rayonnements qui ont des conséquences néfastes, surtout pour l'être humain. Parce que parmi les conséquences, hier je l'ai dit, vous avez les cancers, c'est-à-dire les travailleurs peuvent être victimes de cancer, la population peut être victime de cancer, pourquoi pas? Parce qu'il faut protéger la population, il faut protéger ses propres travailleurs, et même contre les éruptions cutanées, c'est-à-dire au niveau de la peau, vous pouvez avoir des brûlures. Il y a des enfants qui peuvent naître avec déjà des brûlures, vous voyez des enfants naître avec des taches sur la peau. Donc ces activités minières sont très dangereuses. J'ai dit les activités minières, je ne cesse de dire, sont très dangereuses. J'insiste, c'est très dangereux. Voilà pourquoi le législateur congolais a pris toutes les dispositions pour protéger la population. J'ai dit toutes les dispositions pour protéger la population. Et je pense qu'à mon avis, il faut susciter des débats des sociétés autour des obligations, surtout environnementales des sociétés. Parce que là, cette obligation environnementale, très peu de gens en parlent. Alors que c'est une obligation, à mon avis, qui est très capitale, qui est très importante. La société civile, les communautés locales et même les médias doivent s'intéresser à de telles questions parce que c'est l'avenir de toute une communauté qui est en danger. Malheureusement, vous allez vous rendre compte que dans une communauté qui est impactée par les projets miniers, il y a également des radios communautaires, mais très peu de radios communautaires en parlent. Les radios communautaires sont plus intéressées aux activités menées par l'entreprise, malheureusement. Les activités menées par les ONG, parce qu'ils viennent, ils organisent des ateliers, on paye un petit pourboire, les gens se limitent là. Je pense que nous devons dépasser cette étape-là. Il faut voir l'intérêt général. Et ici, à mon avis, l'intérêt général, c'est de dire qu'est-ce que l'entreprise prend comme mesure de prévention
pour protéger à la fois ces travailleurs, pour protéger également le public. C'est important. Est-ce qu'au niveau de la société, on tient compte de ces décrets portant protection contre le rayonnement ionisant? Est-ce que l'entreprise tient compte de ça? Ce sont des questions que la société civile doit absolument poser à l'entreprise et pourquoi pas aux différentes autorités qui dirigent les pays sur tous les secteurs. Donc, si je comprends bien, donc, vous faites plus appel à la société civile. Oui. Quand même il y a une structure, qui est chargée de surveiller tout cela, tout ce que ces entreprises-là minières sont en train de faire pour protéger l'environnement et aussi la population. Mais à la société civile, quelle est sa part vraiment de responsabilité? La société civile a la plus grande part des responsabilités, Madame le Président. Ça, je dois être clair, la société civile a la plus grande, et même certains amis de la société civile qui me suivent, vous avez la grande part des responsabilités en cette matière. Parce que, je dis bien, c'est la toute première obligation prévue à l'article 450 bis du règlement minier. Et cette obligation, à mon avis, c'est la société civile qui devrait en prendre à bras le corps. Pourquoi la responsabilité de la société civile? Le comité national chargé de la protection des rayonnements ionisants évolue et c'est sous tutelle de la présidence de la République. Très peu de gens connaissent et même certains médias ne connaissent même pas que ces comités existent, n'est-ce pas? Oui, là vous avez raison. Voilà. Au regard du règlement minier, ces comités mènent des enquêtes auprès des entreprises. Est-ce que les médias en parlent? Moi, ça fait plusieurs années que je suis dans les médias. On n'en parlait pas. Ces comités mènent des enquêtes au niveau des entreprises. Et même les codes et les règlements miniers disent quoi? Au cas où les comités menaient des enquêtes en faisant des prélèvements, les prélèvements d'eau, prélèvements de l'air, prélèvements de ceci, cela, en faisant des prélèvements, on va aboutir à un rapport. Si les rapports incriminent l'entreprise, les rapports va être présenté au niveau de la direction chargée de la protection de l'environnement minier, laquelle direction va imposer l'entreprise à respecter les conclusions du rapport du comité. Est-ce que ces rapports-là est mis à la place publique? C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, là, je suis en train de vous expliquer des choses qui se font dans l'ombre. C'est-à-dire, il y a la direction. Ou bien c'est entre la direction et la société. Ça se fait dans l'ombre. Vous m'avez posé la question de savoir quelle est la responsabilité de la société civile. C'est là que je suis en train de venir. C'est-à-dire, ici, il y a la première étape, la première phase, où les choses se font dans l'ombre. Les comités travaillent avec les sociétés, parce que généralement, le comité n'est pas ami des sociétés. Parce que le comité vient plutôt pour demander à la société de respecter les prescrits légaux. Mais les communautés n'est pas amies des sociétés, mais on ne sent pas. J'ai dit les comités, les comités nationaux. Oui, national, oui, mais on ne sent pas. On ne sent pas son travail. Vous n'allez pas sentir, pourquoi? Parce que ça se fait dans l'ombre. Ça se fait dans l'ombre. Mais maintenant, c'est la société civile qui doit s'approprier ces rapports pour rendre publiques les conclusions de ces rapports. Voilà pourquoi j'ai dit, la société civile a un rôle prépondérant. Parce que si la société civile, parce que les médias également sont dans la société civile, si la société civile classique, si les médias ne sont pas à mesure d'entrer en possession du rapport, comment le public le saura? Comment? C'est difficile que le public le sache. Voilà pourquoi j'ai dit, la société civile a un rôle important. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Les codes et les règlements sont clairs. On vous dit, si l'entreprise ne se soumet pas aux conclusions du rapport fait par les experts du comité, c'est la direction chargée de la protection minière qui doit exiger l'entreprise d'exécuter, sous peine des sanctions. N'est-ce pas? Tout ça, ça s'est fait. Est-ce que le public est au courant? Est-ce que les communautés locales sont au courant? Est-ce que les médias sont au courant de ça? Et moi, je pense à cet instant, c'est la société civile qui a ce rôle d'aller fouiller les différents rapports si ça existe. Et même de se battre, si le comité national n'a pas de moyens, de se battre pour que ce comité puisse avoir des moyens de sa politique. Parce que le travail qui est fait par ce comité, c'est pour protéger les travailleurs, c'est pour protéger les publics. Donc là, la société civile, je crois que
le message est passé. Puis il faut que les messages passent. Surtout les amis de la société civile, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes obligés d'écouter ce que nous disons. Parce que c'est écrit dans la loi et nous sommes appelés à nous plier à la loi. Les messages doivent passer. Bon, c'est l'avantage de cette série d'émissions. Donc, ces informations de qualité permettront à ceux-là qui nous suivent avoir des bonnes décisions, des décisions vraiment réfléchies. C'est très important de suivre cette émission, d'avoir des informations. Voilà, vous que nous avez pris à court de l'émission, nous parlons de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires. Voilà, c'est la suite de ce que nous avions commencé hier. Si vous voulez... Je vais ajouter quelque chose rapidement. Alors, on peut lire dans ces mêmes dispositions-là, à l'article 404 bis, et vous allez vous rendre compte qu'on vous dit, par exemple, il y a un alinéa qui dit la surveillance radiologique de l'environnement comprend entre autres, n'est-ce pas? 1. Les prélèvements et l'analyse des échantillons, n'est-ce pas? 2. Les contrôles des eaux naturelles et industrielles. C'est-à-dire, même l'eau naturelle, là, c'est-à-dire les cours d'eau et ainsi de suite, parce que quand on parle des carrés miniers, des périmètres miniers, ce sont des étendues, c'est plusieurs hectares. Il y a des cours d'eau. Les comités doivent faire les prélèvements, doivent contrôler la qualité de ces eaux-là. Parce que l'eau est consommée par les communautés locales, n'est-ce pas? L'eau est consommée par les travailleurs. L'eau naturelle, l'eau industrielle également doit faire l'objet des prélèvements. Les contrôles de la radioactivité dans l'air, même dans la poussière, c'est écrit. N'est-ce pas? Les contrôles de la radioactivité dans les sols, les végétaux, les sédiments, la faune et la chaîne alimentaire. Donc c'est pour dire que, moi je me dis, nous devons investir dans ce qui est essentiel dans notre pays. Ça c'est vraiment un message que je lance aux autorités. Investissons dans ce qui est essentiel dans notre pays. C'est important. Moi j'ai toujours dit, dans notre pays, on aime l'argent. Un peu partout à travers le monde, les gens aiment l'argent. Je suis totalement d'accord. Mais l'argent, pour en faire quoi si les gens meurent? Pour en faire quoi si les gens meurent? Je pense, à mon avis, investissons surtout dans cette première... Parce que vous avez dit, aujourd'hui, nous allons parler obligation après obligation. Investissons dans ce qui est essentiel. Ça va préserver les santé des communautés locales et même des travailleurs. Et ça va préserver des générations futures. C'est important. Oui, vous venez de lire l'article, mais sur le terrain, le constat est amer. Il y a la pollution des eaux, il y a la pollution des sols, tout ça, l'air, n'en parlons pas. Raison pour laquelle je dis qu'on ne sent pas le travail du comité national chargé de la protection. La balle est jetée là, il faut lancer un message au comité, parce que le comité existe et le comité est en train de fonctionner. Maintenant, la question, peut-être nous allons approfondir nos recherches pour approcher ces comités pour savoir est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique, est-ce qu'ils travaillent très bien avec les différentes entreprises minières, parce que généralement, quand ils descendent sur terrain, il y a toujours ces petits conflits qui existent entre les comités et les entreprises minières. Et là, j'en profite également pour lancer un message à la société civile. Le travail qui doit être fait, surtout par rapport au prélèvement contre les rayonnements ionisants, est très, très important. Il ne faut pas qu'on néglige. Et j'ai eu le temps, avant de faire l'émission d'aujourd'hui, de fouiller un peu ça et là pour voir est-ce qu'il y a quand même une société civile qui est intéressée à cette question. Je n'ai pas vu. Si ça existe, j'applaudis. Comment ça? Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas vu une société civile, pardon, une organisation non gouvernementale congolaise intéressée à cette question. Rien que pour les rayonnements ionisants. Je n'ai pas vu. Est-ce que c'est parce que la matière est trop technique? Je ne sais pas. Même si la matière est technique, je l'ai dit dans mon article, travaillez de connivence avec les experts du comité. Ils sont là pour ça. Vous organisez des activités parce que vous avez les moyens. Appelez les experts comme ça qui viennent expliquer et expliciter certaines choses. Vous allez relever ça dans vos rapports, vous allez publier des articles et la population sera éclairée. Vous viendrez dans les émissions, vous allez en parler, accompagner les experts des experts du comité. Je pense que c'est de cette façon-là que nous allons commencer à sensibiliser petit à petit la population. Parce que là, vous buvez l'eau.
Et cette eau-là est frappée des pollutions. Vous allez faire quoi? La conséquence, c'est quoi? Parce que ces communautés-là n'ont que ces alors, ils n'ont que ça. Et d'où il faut protéger ces communautés, et c'est important. Et la seule façon de protéger les communautés, c'est de imposer à l'entreprise de respecter cette obligation, c'est de renforcer les capacités du comité national, si possible, mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils travaillent d'arrache-pied et soutenir la direction chargée de la protection de l'environnement minier pour que ces trois acteurs-là puissent travailler d'un commun accord pour l'intérêt et à la fois des travailleurs et des communautés locales. Oui, à ce qui concerne la pollution de l'environnement, oui. Qu'est-ce que le législateur a prévu en termes de sanctions? Oui, mais les sanctions dans le secteur minier sont globalisantes. Parce que là, quand on parle de sanctions, on parle de manquements. Okay. On a déjà parlé avec vous des manquements. Au cas où les titulaires manquent à ces obligations, la conséquence est vous êtes déchu. La déchéance du droit minier. Ça, c'est vraiment les summum des sanctions. Et parmi les obligations, vous avez des obligations environnementales et vous avez des obligations sociétales. Au cas où il y a manquement, on l'amène tout droit vers la déchéance. Il n'y a rien à faire. Vous allez produire, certes. Vous allez vendre. Vous aurez l'argent. Et pendant ce temps, ce sont des Congolais qui sont en train de mourir. C'est comme un parent. Vous avez beaucoup de moyens, mais vous n'arrivez pas à prendre soin de vos enfants. Vous êtes irresponsable. C'est la moindre des choses. Les moyens que vous avez, c'est pour aider ces enfants-là à grandir. C'est pour... Parce qu'en aidant les enfants à grandir, au fur et à mesure que ces enfants grandissent, demain ils deviendront des parents et le pays va commencer à s'accroître. Moins ces enfants-là grandissent, moins la famille grandit et le pays ne saura pas avoir une démographie importante. Or, nous avons besoin de protéger cette cellule de base pour permettre au pays d'avoir une bonne démographie. Et la démographie, elle est importante parce que ça fait la force d'une nation. D'accord, nous poursuivons. Nous avons fini avec les obligations environnementales. Je suis à votre disposition. Oui, non, les obligations environnementales, il y en a. Oui, parce que nous avions dit que nous allons les traiter l'une après l'autre. On va à l'article 405. Nous sommes au niveau de la responsabilité environnementale des titulaires. N'est-ce pas? On dit les titulaires n'est responsable des dommages causés sur l'environnement par ces activités minières que dans la mesure où il n'a pas respecté les termes de son plan environnemental, n'est-ce pas? On est au niveau de l'article environnemental approuvé, y compris les modifications au cours du projet ou a violé l'une des obligations environnementales prévues au présent décret. Alors, il y a le plan qui doit être approuvé. Et parmi les plans approuvés, je crois hier on en a un peu effleuré, nous avons les pas. Les plans élaborés par l'entreprise minière. L'entreprise elle-même doit avoir un plan. Je vous dis, si vous descendez pour faire... Quand on a un droit minier, c'est-à-dire on a le privilège de faire l'exploitation et la recherche. Et dans toutes ces phases, dans ces deux phases, il y aura toujours un impact sur l'environnement. N'est-ce pas? Mais le plus grand impact, c'est au niveau de l'exploitation. Alors, au niveau de la recherche, puisque vous allez impacter l'environnement, on vous demande de vous présenter juste un document. Lesquels documents s'appellent les PAR, les plans d'atténuation et de réhabilitation. C'est-à-dire, c'est l'engagement que l'entreprise doit prendre pour dire, bon voilà, moi je viens faire la recherche ou l'exploration dans un périmètre, je vais certes impacter, mais voilà comment, moi, entreprise, je compte atténuer l'impact. Il y a des données scientifiques que vous allez donner, parce que vous allez travailler avec des environnementalistes, vous allez travailler avec des géologues qui s'y connaissent. Donc ça veut dire, avant d'exploiter, il vous faut d'abord mener des recherches, faire une étude. Vous ne pouvez pas exploiter sans passer par la recherche. La ça première démarche préalable, c'est la recherche. Parce qu'il faut avoir les permis de recherche, lesquels permis de recherche sera transformé en permis d'exploitation. Et si vous avez le permis de recherche, ça sera constaté par un certificat de recherche. Si vous prenez les certificats d'exploitation, ça sera constaté par les certificats d'exploitation. Ce sont les documents que vous devez avoir sur le plan administratif pour vous permettre de bien travailler. Mais vous-même, ça c'est l'administration qui vous donne les certificats. Oui, c'est l'administration qui vous donne les permis. La société fait des recherches seule ou bien elle est accompagnée? Non, la société doit faire des recherches seule. Parce que là, on vous dit, il y a des opérations préalables avant de faire la recherche, par exemple. On vous dit, il faut vous-même, en tant que société, engager des géologues.
Parce qu'ici, en République démocratique du Congo, nous avons au niveau du ministère des Mines la direction des géologies, mais à part ça, nous avons également un autre service spécialisé. Et ce service s'appelle Service national de géologie du Congo. C'est un service important, on n'en parle pas. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons la connaissance de différentes substances minérales, c'est parce qu'il existe ce service-là. Parce que c'est ce service-là qui a le rôle d'aller mener des enquêtes à travers la République pour découvrir de nouvelles substances minérales que nous avons. Okay. Hier, on a parlé du coltan. C'est ce service qui a découvert les coltans. Parce que là, vous avez des géologues calés, formés, qui s'y connaissent. C'est eux qui travaillent là. À mon avis, je me dis, c'est vrai, le cadastre minier est important parce que le cadastre minier, c'est tel qui mobilise un peu plus d'argent et ainsi de suite. Mais on ne peut pas mobiliser l'argent si le service national de géologie du Congo ne travaille pas. C'est dans ces services-là où est basée toute la stratégie minière de la République démocratique du Congo. Ces gens-là, s'ils travaillent bien, on saura qu'il existe telle matière, telle place, telle matière, telle place. Voilà pourquoi on vous a dit, si le titulaire n'a plus les droits miniers et qu'on l'a déchu, les périmètres où il travaillait, on les reverse, comment on appelle, au domaine public de l'État. Et ce domaine public de l'État, ça devient une zone d'exploration. Et ces zones d'exploration sera à la responsabilité du service national de géologie pour faire davantage de recherches afin de renforcer les capacités de la connaissance des substances que nous avons dans notre pays. Ça, c'était une parenthèse. On revient à la recherche. Oui, vous étiez en train de parler du plan d'atténuation. Je reviens. Alors, dans ces plans-là, vous devez, vous, en tant que titulaire, démontrer comment vous allez atténuer l'impact sur l'environnement. Parce que vous allez creuser, vous allez détruire, vous allez faire beaucoup de choses. Comment vous allez atténuer si vous terminez votre recherche? L'impact est là. Comment vous allez atténuer l'impact sur l'environnement? Et deuxièmement, il faut prendre des engagements pour nous dire comment vous allez réhabiliter. N'est-ce pas? Vous avez la réparation. La réparation, très bien. Ça, c'est vraiment le mot qu'il faut pour nous aider à mieux comprendre. N'est-ce pas? Vous avez détruit, il faut réparer. Alors, les parts doivent toujours être suivies d'une sûreté financière, une garantie que l'entreprise doit donner. Beaucoup d'argent que vous mettez à la disposition de l'État congolais pour dire, bon voilà, moi, voilà la garantie que je donne. Si je termine, je veux réhabiliter, n'est-ce pas? Je vais réparer. Et si je répare, les experts du gouvernement viendront constater. Et si ils constatent que j'ai bien réparé, vous allez me remettre l'argent que j'ai mis en garantie. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça un peu le dire. Mais admettons que l'entreprise termine et qu'il n'a pas réparé. Mais l'État congolais garde l'argent qu'il a mis en garantie pour la réparation. Pour la réparation. Et cet argent sera géré par la direction chargée de la protection de l'environnement minier. C'est elle qui va être considérée comme fiduciaire, c'est elle qui va gérer cet argent. Et maintenant, comme c'est l'entreprise qui a cassé, qui a détruit, qui n'a pas réhabilité, on va trouver une autre structure qui viendra maintenant aider les gouvernements congolais à réhabiliter l'endroit qui était impacté par l'entreprise. Ça, c'est une obligation également importante, l'obligation environnementale qu'il faut connaître. Et je pense que, au regard de tout ce qu'on est en train de dire, si la société civile entre également là-dedans, ça sera une très bonne chose. On n'aura pas des sites miniers impactés à outrance. Descendez dans les sites miniers, vous aurez de la peine. Hein, oui, la société civile va faire son travail. Elle va non seulement surveiller la société et les entreprises minières qui polluent l'environnement, mais aussi l'État qui gère cette garantie-là. Mais moi, la question... Hier, j'ai eu des échanges avec un ami qui évolue au niveau de la société civile. Je lui ai dit, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question, les sûretés que les entreprises minières donnent en termes de garantie pour la réhabilitation? Il me dit, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Ce sont des choses qui se trouvent dans les codes et dans les règlements miniers. Vous comprenez? Je pense ici, à mon avis, la société civile également a besoin d'informations. Elle a vraiment besoin d'informations. Parce que cet argent existe. Vous voyez toutes les entreprises qui existent là. Pas celles qui sont passées à l'exploitation. Celles qui ont commencé par la recherche ont mis des garanties. L'entreprise, pardon, la société civile peut également s'intéresser seulement à cette garantie-là pour dire
combien l'entreprise a mis en garantie. Et à la fin de la recherche, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'entreprise a réhabilité, oui ou non? Si l'entreprise n'a pas réhabilité, ben, monsieur, il faut surveiller cet argent. Comment cet argent est géré? C'est ça le problème. Ah voilà, voilà pourquoi les informations on donne, c'est pour aider tout le monde, ne pas se focaliser seulement sur 0,3%. Les gens aiment 0,3%, je ne sais pas pourquoi. C'est bien, mais les gens aiment beaucoup ça. Alors qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut s'intéresser au-delà de ces 0,3%. Il y a d'autres obligations importantes. Je reviens, là on est dans la recherche, dans l'exploitation. Dans l'exploitation, on vous dit, monsieur, c'est vrai, vous nous avez déjà présenté les pas, c'est-à-dire les plans d'intégration et de réhabilitation, mais au niveau de l'exploitation, maintenant, parce que vous avez maintenant un permis d'exploitation, vous devez nous présenter deux documents. C'est très important. Le premier document, vous allez nous présenter l'étude des impacts environnementaux et sociaux. N'est-ce pas? Le deuxième document, vous allez nous présenter les plans de gestion environnementale et sociale. Ce sont les deux documents importants que l'entreprise doit présenter au niveau de la phase de l'exploitation. C'est une obligation. Dans l'étude des impacts environnementaux et sociaux, vous devez nous expliquer à quelle hauteur vous allez impacter. Il faut mener des études. Il ne faut pas seulement dire, bon voilà, je vais exploiter. Non. Dites-nous scientifiquement à quelle hauteur vous allez impacter. Est-ce que vous avez prévu les plans comment on dit, de délocalisation des communautés? Vous devez nous expliquer dans l'étude, parce que c'est vous qui menez l'étude. Cette délocalisation, elle va se passer comment? Là où vous allez placer les communautés locales, est-ce que vous avez prévu, vous avez mené l'étude pour les desservir l'eau, pour desservir en électricité? Tout ça, ce sont des études, et à la fin, il faut nous présenter une conclusion. Donc, la garantie aussi est proportionnelle aux données d'études faites. Exactement. Exactement. Parce que vous ne pouvez pas prendre 100 000 $, mettre en garantie, alors que vous allez impacter à hauteur d'1 million de $. Soyons sérieux. Cette garantie doit être proportionnelle au degré d'impact. Et nous, en tant que société civile, ici je parle des sociétés civiles, la société civile ne peut que s'intéresser aux conclusions de l'étude. Pour voir, bon voilà, voici ces conclusions et nous allons surveiller de près les différentes conclusions qu'il a tirées. Pour la délocalisation, pour l'impact, pour ceci, il y a beaucoup de choses qui doivent être prévues dans l'étude des impacts environnemental et social. Et quand je parlais de la délocalisation, c'est l'aspect social de l'étude. Et maintenant, dans le plan de gestion, ici maintenant au niveau de la gestion environnementale et sociale, c'est maintenant le suivi des mesures que vous avez prises dans votre étude des impacts environnementaux et sociaux. Vous devez nous présenter maintenant un plan. Et dans lequel plan, il y a une part importante, il y a les chronogrammes. Voilà. Par rapport à l'étude que moi j'ai amenée, voilà le plan de gestion environnementale, voilà le plan de gestion sociale que moi je vous soumets. Et nous allons maintenant commencer à surveiller votre plan là. Dans le plan, monsieur, vous aviez dit, bon voilà, vous allez délocaliser par exemple la population à telle autre période pour les délocaliser à tel endroit dans tel. C'est déjà écrit dans les plans. Les choses doivent se passer au préalable. C'est-à-dire les documents doivent être là et nous allons commencer à parler sur base des documents. Pas sur base des discours, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Nous allons surveiller les écrits. Alors, ces deux documents, les législateurs ont même facilité la tâche à tout le monde pour dire, au niveau de CTCPM, dans leur site web, on vous met même les synthèses de ces deux documents, notamment EIS, notamment PGS. On vous met les synthèses. Pourquoi? Parce que si vous regardez les résumés, vous aurez directement une idée de ce que l'auteur a voulu dire. Et à partir de ces résumés-là, vous allez lui poser des questions par rapport au contenu. N'est-ce pas? Et il va commencer à éclairer. C'est ça que nous sommes en train de faire. Même dans l'article, vous avez vu que j'ai mis un résumé. Lesquels résumés, si vous lisez, vous pouvez me poser des questions seulement sur base de ces résumés. Donc ici, je pense, par rapport à la responsabilité environnementale des titulaires, c'est important. C'est-à-dire, vous, au niveau des médias, vous devez surveiller ces trois documents dont je viens de citer. Côté recherche, les parts, côté exploitation,
PGS et EIS. Ce sont les 3 documents essentiels, obligatoires, que les titulaires ou l'entreprise doit proposer, doit présenter. Si l'entreprise ne les propose pas, c'est un manquement. Lequel manquement doit conduire aux sanctions. Ok, merci beaucoup. Nous poursuivons toujours avec les obligations environnementales. Je crois que nous avons fini ou bien il y a d'autres? Non, il y a beaucoup d'obligations environnementales. Comment vous voulez que je finisse? Alors, il y a une autre obligation que je trouve importante, mais sauf qu'on va réfléchir un peu à haute voix, parce que dans mes enquêtes, je n'ai pas pu obtenir les décrets dont il est question. On vous dit par exemple à l'article 405 quater, on nous parle des maladies imputables à l'activité minière. Alors, la liste des maladies causées par l'activité minière est déterminée par un arrêté interministériel des mines des ministres ayant les mines et la santé dans leurs attributions. Oui, vous avez parlé des cancers. À part les cancers, il y a d'autres maladies. Il y a des maladies cutanées, par exemple. La maladie cutanée. Ça, ce sont des conséquences des rayonnements ionisants. Okay. Mais ici, on donne l'obligation aux titulaires de respecter l'arrêté interministériel portant maladie imputable à l'activité minière. Ça veut dire ici, dans la législation congolaise, c'est-à-dire notamment dans les codes du travail, lorsqu'on parle des maladies professionnelles, c'est-à-dire sont des maladies qui sont prévues dans les tableaux d'un décret du Premier ministre. C'est-à-dire en dehors du tableau du décret du Premier ministre, les autres maladies ne peuvent pas être dites maladies professionnelles. De la même manière, dans le secteur extractif, il faut qu'il y ait un arrêté interministériel pour déterminer quelles sont les maladies. Alors, j'ai eu à chercher. J'ai trouvé d'autres arrêtés interministériels. Et ici, je lance un message pour que l'on puisse nous donner cet arrêté interministériel, et c'est très important. Parce que dans cet arrêté interministériel, on aura une idée globale de se dire, bon, est-ce que cette maladie est appelée maladie imputable à l'activité minière ou pas? Par exemple, si quelqu'un a la malaria, est-ce qu'on va dire que la malaria est imputable à l'activité minière? Je me dis non. Alors tout ça, on a besoin de cet arrêté, parce que là, ça va à la fois soulager les travailleurs et les communautés locales. On peut mener des actions pour aller demander aux titulaires que c'est une obligation pour vous de soigner ces messieurs-là, parce que la maladie dont il est victime est imputable à l'activité de votre projet minier. Mais aujourd'hui, sans ces documents, comment on peut obliger à l'entreprise de soigner, par exemple, certaines personnes des communautés locales, de soigner, par exemple, certains travailleurs qui sont victimes de maladies imputables à l'activité minière? Là, ça pose problème. Donc, ces documents n'est pas mis à la disposition. Jusque-là, j'ai fouillé des sociétés au journal officiel, j'ai fouillé, je n'ai pas encore vu cet arrêté interministériel. Voilà, même dans mon article, j'ai demandé aux autorités congolaises de nous aider, d'avoir rapidement cet arrêté interministériel. Comme ça, ça nous permettra de mener beaucoup d'actions en faveur des communautés locales et en faveur, pourquoi pas, des travailleurs qui travaillent dans les entreprises minières. Et aussi, un message que je lance à la société civile, particulièrement à la société civile qui évolue dans les zones minières, de beaucoup travailler pour permettre de faire un plaidoyer dans ce sens-là, pour faire pression afin que nous puissions avoir cet arrêté interministériel. Ça va nous aider vraiment à avancer. Oui, nous avons comme l'impression qu'il y a plus, la société civile, il y a plus celle-là qui évolue dans la politique. Mais dans les secteurs miniers, la société civile est très active. Ok. Dans les secteurs miniers, la société civile est très active. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, sont des amis, mais je constate qu'ils sont plus aux côtés des responsabilités, des obligations sociétales. La société civile est très engagée quand on parle de cahier des charges, est très engagée quand on parle de la dotation 0,3%. Mais les différentes obligations dont je suis en train de parler, très peu des amis au niveau de la société civile en parlent. Et moi je me dis, pourquoi ce manque d'intérêt? C'est la question que je me suis même posée dans mon article. Pourquoi ce manque d'intérêt? Alors que les obligations environnementales ont une conséquence directe sur la santé, directe sur la personne humaine. Mais on s'intéresse très peu. Je me pose la question. Pourquoi il y a très peu d'intérêt?
Mais par contre, s'il faut parler des cahiers des charges, il y a beaucoup d'intérêt. S'il faut parler des 0,3%, il y a beaucoup d'intérêt. Je me dis, est-ce seulement pas ces questions d'argent ou quoi? Mais si même ces questions d'argent, est-ce qu'on peut avoir l'argent et être en mauvaise santé? Est-ce qu'on va jouir de cet argent? J'ai dit non. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui souffrent, qui sont malades, dans les hôpitaux, malgré ses comptes en banque, il s'en fout, il s'en moque, il n'en a pas besoin. L'intérêt pour lui, c'est de recouvrer sa santé. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de la prévention. Nous avons besoin plutôt que ces communautés-là soient en bonne santé. Nous avons besoin que ces communautés-là soient vigoureuses et pour qu'ils travaillent. Et lorsque les dotations ou les cahiers des charges seront mis en application, on va trouver ces communautés en bonne santé et ça sera bénéfique. Voilà pourquoi je suis en train d'insister. L'activité minière est très toxique, est très dangereuse et le législateur congolais a mis des dispositions en place pour que l'être humain soit protégé. Et je pense ici, de la même manière que cette société civile est très engagée du côté obligations sociétales, je l'invite également à être très engagé du côté obligations environnementales. D'accord, nous avons fini avec les obligations environnementales. On a presque fini, parce que là, le législateur a mis également, dans les règlements miniers, on a mis la question d'emploi, on a mis la question de la formation du côté environnemental, mais moi je pense que c'est plutôt côté sociétal qu'il faut mettre la question d'emploi, qu'il faut mettre la question de la formation. Et si vous voulez, on peut parler déjà au niveau de l'article 405, quinquies, de l'emploi, c'est également une obligation. Et si on lit ensemble cette obligation, on vous dit les titulaires des droits miniers des carrières, la modiataire ou les détenteurs, peut-être vous allez poser la question sur la modiataire, on va expliquer, doivent se conformer à la législation du travail en matière de l'emploi, plus particulièrement la réglementation du travail des étrangers. C'est important en ce qui concerne les pourcentages autorisés, celles fixant la liste des emplois interdits aux étrangers, ainsi que la réglementation déterminant les conditions d'engagement des étrangers. On tape beaucoup sur ça. Parce que la plupart des cas, si vous regardez dans les entreprises minières, ce sont les capitaux qui viennent de l'étranger. Et comme ce sont des capitaux qui viennent de l'étranger, la plupart d'entreprises, vous allez voir qu'il y a très peu de Congolais, mais il y a beaucoup d'étrangers qui sont engagés. Alors que la loi interdit ça. La loi interdit, mais cette loi n'est pas respectée. On va y arriver. Lisez l'alinéa D. On vous dit à compétence égale, n'est-ce pas? À compétence égale, les titulaires des droits miniers, n'est-ce pas? Recrutent en priorité des nationaux. Est-ce qu'on comprend ça? À compétence égale. C'est-à-dire, on vient pour les postes, par exemple, de directeur des ressources humaines, par exemple. Compétence égale, moi j'ai un diplôme en droit, Efrazi a un diplôme en droit, mais moi je suis sénégalais, Efrazi est congolaise. Que dit la loi? À compétence égale, les titulaires doivent recruter qui en priorité? Les Congolais. Alors, c'est Efrazi qui doit être pris. Vous pouvez crier comme vous voulez, ce n'est pas Raymond. C'est la loi qui le dit. Mais malheureusement, dans notre pays, à compétence égale, on commence à regarder Efrazi pour dire ah, bah, diplôme, nous on n'en a pas confiance. C'est pas ça le problème. Le fait que Efrazi s'est présenté avec sa compétence par rapport à ses postes, Efrazi est privilégiée. Ce n'est pas parce qu'elle est femme, ce n'est pas parce qu'elle est je ne sais qui, non. Déjà, le simple fait d'avoir la nationalité congolaise, elle doit être priorisée par rapport à Raymond, si Raymond est sénégalais. Et ici, on vous présente même les tableaux. Dans ces tableaux, mesdames et messieurs... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces tableaux? Voilà pourquoi j'en... Oui, si la régie peut nous aider à nous afficher les tableaux. Est-ce que la régie a ça? Je ne sais pas. On n'a pas eu le temps peut-être d'envoyer ça à la régie. Peut-être qu'on peut... On n'a peut-être pas eu le temps d'envoyer ça à la régie. Alors, dans ces tableaux, les réalisateurs nous font signe si on peut envoyer, on va se battre pour voir si ça peut être possible.
Alors, dans ces tableaux, madame, vous allez voir que on vous présente les différentes phases, n'est-ce pas? On vous présente la phase des recherches et on vous présente également la phase de production. Ici, je suis en train, excusez-moi, je suis en train de travailler au même moment pour voir si je peux envoyer les tableaux à notre réalisateur. Je crois que j'y arrive. Voilà, et c'est parti. Voilà, c'est parti, Papa Jean. Mais apparemment, vous n'êtes pas en ligne. Voilà, c'est bon. Donc, je disais que les législateurs a tout prévu. Dans ces tableaux, on vous présente les différentes phases. Alors, catégorie d'emploi. On vous présente les fonctions qui sont là. Cadre de direction, n'est-ce pas? Cadre de maîtrise. Ouvrier qualifié et manœuvre. Les cadres, c'est au niveau de la direction. Cadre de maîtrise, c'est après la direction. C'est-à-dire, vous avez les DG, PDG, PCA, tout ça, là au niveau des cadres de direction. Cadre de maîtrise, vous avez tout ce qui est les directeurs et ainsi de suite. Ouvrier qualifié, vous avez les différents responsables des départements et ainsi de suite. Et les manœuvres, c'est-à-dire les tout travaux et ainsi de suite, les ouvriers. Dans la phase de recherche, n'est-ce pas? On vous dit, vous avez les tableaux avec vous, madame. Dans la phase de recherche, la recherche dont je vous ai dit qu'il faut présenter les parts. Cadre de direction, on dit d'engager combien de Congolais? On dit 20%. 20% des Congolais. Cadre de maîtrise, on vous dit 30%. 30%. Ouvrier qualifié, on vous dit 60%. Le tableau est là, on peut lire ensemble. Et on vous dit les manœuvres 80%. Et quand déjà on est au niveau des manœuvres, c'est-à-dire Moutaza même pas un diplôme d'État, mais qui peut déjà être engagé dans l'entreprise minière. 80% j'ai dit. Ça veut dire en d'autres termes, l'entreprise Nayo, si vous avez par exemple 100 employés, il faut tenir compte de ces 80% de ces manœuvres-là. Il faut tenir compte de ces 60%. Tenez compte de ces 30% et 20% comme directeur. C'est-à-dire, pour expliquer en simple, si dans l'entreprise, vous avez droit à 5 directeurs, les 5 là, ça fait 20%, n'est-ce pas? Donc, les Congolais là, il faut alors, au moins 2. Il faut avoir au moins 2 Congolais comme directeurs. Il faut que les choses soient comme ça. Là, au niveau de la recherche, c'est-à-dire, entreprise n'a pas de produire un bon côté. Entreprise a en phase de prospection, est-ce que la substance n'est pas exploitée? Or, diamant, ça a une recherche pour déterminer quelles sont les substances que nous allons exploiter. Après avoir découvert, bon voilà, on va exploiter par exemple l'or à Kamituga. Il faut construire l'entreprise. Il faut développer l'entreprise. Dans la phase de construction, c'est-à-dire il y a des appels d'offres, il faut chercher des entreprises pour construire les bâtiments, pour construire ceci, cela. Nous devons maintenant voir comment nous allons nous installer. On dit dans cette phase-là, dans votre entreprise, il faut avoir au moins 25% des cadres de direction dans l'entreprise. Ayez au moins 30% des cadres de maîtrise. Ayez au moins 40% des ouvriers qualifiés et ayez au moins 85%. J'ai dit ça, c'est la loi congolaise et c'est le décret en vigueur. Mais maintenant, là où moi je vraiment, suis en colère. C'est révoltant. Monsieur, c'est vraiment révoltant. Madame, nous sommes au niveau de la phase commerciale, c'est-à-dire on commence l'exploitation, là où l'argent entre. Là où on commence, oh non, on travaille dans l'entreprise minière, parce qu'on sait que quand on travaille dans les mining, on a l'argent. Messieurs et dames, on dit, de la première à la 5e année de votre phase là, il faut avoir au moins 60% des cadres de direction. Vous voyez comment on renverse la donne? C'est-à-dire les étrangers, vous devez être 40%, mais les Congolais doivent être là 60%. C'est la loi congolaise. Et voilà pourquoi je suis en train de taper sur la société civile. C'est elle qui doit surveiller et suivre ça. Parce que si la société civile ne suit pas ça, ça ne sert à rien. Nous seulement communauté locale, à 0, non, suivez ça.
Allez au niveau des manœuvres, vous êtes à 90% des manœuvres. Ouvriers qualifiés, 80%. Regardez maintenant ce qui est entreprise et vitesse de croisière vers la 11e année. On vous dit 70% des cadres de direction, 80% des cadres de maîtrise, 90% des ouvriers qualifiés et 100% des mains. Mais allez dans des entreprises, vous allez pleurer. Où est la société civile qui fait des bruits? Où est cette société civile? Et ça sont des informations que nous mettons à la disposition de tout le monde. Lisez, c'est écrit dans les règlements miniers. C'est là. Je n'invente pas parce que c'est dans les règlements miniers. Et c'est très clair. Et on vous dit, c'est l'article 45 inquiès, où on parle de l'emploi. Oui, vous parlez de la société civile, la responsabilité de la société civile. Maintenant, quelle est alors la part de l'État dans cette histoire? Mais dans cette histoire, moi je vous dis, l'État congolais dans le secteur minier est représenté par l'administration minière. N'est-ce pas? C'est l'administration minière qui représente l'État minier, l'État congolais dans le secteur minier. Moi ici, je ne vois pas l'État congolais en tant que responsable. Ici, je suis en train de voir l'administration minière en tant que responsable. C'est elle qui est fautive. Parce qu'il y a une inspection, n'est-ce pas, la direction de l'inspection minière, qui doit faire l'inspection dans ces cadres. Et ici, même dans cette disposition, au niveau de l'article 405 inquiès, on vous dit très clairement que les sociétés doivent respecter la législation congolaise en matière de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a le code de l'emploi qui doit être respecté. Et ici, j'en appelle même aux inspecteurs miniers d'entrer dans cette histoire. J'invite tout le monde à rentrer là. Parce que si vous allez dans les sociétés minières, moi j'ai pitié de voir mes frères congolais en lieu et place d'être des cadres, en lieu et place d'occuper des postes de responsabilité. Mais c'est désolant. C'est désolant. Et j'ai dit que les choses doivent changer. Et nous devons prier pour que les choses puissent changer. Oui. On n'a pas le choix. Il faut absolument travailler pour que les choses changent. Oui. Et ça doit changer. Quelle est la démarche à suivre maintenant pour changer quand même la donne? Parce que c'est vraiment révoltant. Parce que ici, comme je l'ai dit, à mon avis, la société civile a une part de responsabilité énorme. Je suis en train d'insister sur la société civile. Pourquoi? Parce que c'est la société civile qui, au moins, a les moyens. La société civile a les moyens. Je vais envoyer un autre document au niveau de la réalisation. Et là, nous allons parler de la formation. Et vous allez vous rendre compte que c'est encore grave. La société civile, à mon avis, elle a une part de responsabilité. Parce que si, aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir autant de cadres dans l'entreprise minière, alors que le règlement minier est très clair quant à ce, à travers ces tableaux, je me dis, où est la société civile pour faire des bruits? La société civile a fait beaucoup de bruit pour que l'on puisse avoir cette dotation minimum 0,3%. Mais la société civile doit également faire un plaidoyer pour que, au niveau des entreprises, qu'on puisse avoir beaucoup de cadres congolais. 70% des cadres, ça veut dire ce sont des entreprises qui doivent être dirigées par des Congolais. 100% des manœuvres, Maman Efrazi, Atayo Moko. Dans nos communautés, là, il y a beaucoup de jeunes qui chôment. Dans les émissions prochaines, nous allons amener les images où on va montrer aux gens comment se fait l'exploitation artisanale. Vous aurez des larmes aux yeux. Ces Congolais-là ne méritent pas seulement faire l'exploitation artisanale. C'est vrai, ça peut être un besoin. Mais 100% des manœuvres, ces jeunes gens qui font l'exploitation artisanale-là, ne peuvent pas aller travailler comme des manœuvres dans l'entreprise. Même en faisant l'exploitation artisanale, mais ils ne se retrouvent pas aussi. Ils ne se retrouvent pas parce que l'exploitation artisanale est faite à la vaille-que-vaille. Or, l'exploitation artisanale devrait être encadrée au regard du règlement et du code minier. Peut-être dans les émissions prochaines, on va en parler. Et une autre obligation, on nous parle de la formation. On lit ensemble ce que nous disons. Les titulaires des droits miniers ou des carrières, l'amodiataire et les détenteurs d'agréments au titre d'entité de traitement ou de transformation établissent et mettent en œuvre un programme de formation
du personnel congolais identifié pour ses besoins, couvrant toutes les qualifications, couvrant toutes les qualifications pour permettre à celui-ci, c'est-à-dire à ces personnels congolais, d'acquérir des compétences exigées par le management de l'entreprise en vue d'occuper des postes de direction et de maîtrise dans les 10 années qui suivent la date du démarrage de la production commerciale telle que c'est prévu conformément au quota repris dans l'article 15 ci-dessus, c'est-à-dire les tableaux. Oui, je comprends aussi les tableaux. Vous allez poser la question, madame. On Okay. suit d'abord les personnes susvisées établissent et transmettent à la CTCPM pour information et suivi leur plan de formation et de perfectionnement du personnel. Les plans comportent un volet de stages de formation en faveur des élèves et étudiants des universités, d'établissements d'enseignement supérieur et technique, dont les cursus scolaires et académiques selon les cas portent sur les sciences et techniques minières ainsi que sur les corps des métiers des mines. Vous voyez comment le législateur congolais est allé plus loin. C'est-à-dire, vous serez engagé, certes, il peut se faire qu'au niveau de l'entreprise, il y a des exigences par rapport à leur management. On a besoin de tel autre profil. Mais parmi les Congolais, il n'y a pas ces profils. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faites un plan pour ramener le niveau de ces Congolais-là au niveau de l'exigence de votre management. Donc, renforcement des capacités. Renforcer les capacités de ces gens-là. Par exemple, ça a commencé par 20%, puis ça évolue. À un moment donné, je vois l'écart de direction 70%. Oui, là au niveau de l'exploitation. Voilà. Ouais. Au niveau de l'exploitation, on est déjà à 70%. Donc, c'est pour dire que vous devez ramener ces gens-là. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement que les Congolais restent dans votre entreprise éternellement comme des ouvriers qualifiés, éternellement comme des manœuvres. Non. Parce que le souci, c'est de faire à ce que les Congolais deviennent des cadres de direction, deviennent des cadres de maîtrise. Mais si vous dites, bon, nous on est une entreprise chinoise, bon, dans mon entreprise, il n'y a pas assez de Congolais qui ont une certaine compétence par rapport à telle ou telle autre matière. On vous donne à vous la responsabilité de former ces gens-là pour qu'ils puissent atteindre le niveau voulu par vous, afin que vous, entreprise, vous puissiez les engager. C'est pas Raymond qui le dit, c'est la loi. Les gens pensent que les choses que je raconte dans l'émission, c'est moi. Ce n'est pas moi. Merci beaucoup la réalisation de nous avoir proposé ces différentes dispositions. On risque de croire que ça sort de ma tête. Ça ne sort pas de ma tête. C'est la loi qui le dit. Et l'ex dura, c'est l'ex. On est obligé d'obéir. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. On est obligé d'obéir à la loi. Je crois que nous arrivons déjà à la fin. La matière est abondante, voilà. Mais on n'a pas le choix. On est obligé d'aller. On n'a pas le choix, nous allons continuer. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces détails. Merci beaucoup. Vraiment, c'est révoltant, ça m'a révolté. Voilà, c'est très révoltant. Je crois que la société civile aussi est révoltée. Je l'espère parce qu'on ne peut pas avoir une société civile qui s'intéresse seulement à la dotation 0,3% au cahier des charges. Non. Il y a des thématiques et des matières importantes sur lesquelles la société civile est appelée à travailler. Et si elle travaille vraiment, moi j'invite cette société civile à ne pas travailler en électron libre et à inviter la presse que si elle a une conférence de presse. Non, il faut associer la presse. Dans le travail que vous faites, les journalistes sont outillés pour mener des enquêtes. Ils sont outillés pour traiter l'information. Associez-les à ce que vous êtes en train de faire. Comme ça, là, nous allons réveiller l'attention des autorités. On va éveiller l'esprit et la conscience de nos compatriotes. Et je pense que c'est de cette façon-là que nous allons nous en sortir. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes vraiment suffisamment outillés par ces informations de qualité, lesquelles nous aideront vraiment à prendre des bonnes décisions, à réfléchir et puis à nous réveiller. Merci à vous, nos téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La série continue. Je crois qu'on n'a pas tout dit. La matière est vraiment abondante. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore expliquées. Nous allons continuer dans les jours qui suivent, précisément demain. Demain, nous serons là. Demain, on sera là. D'accord. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 8h juste. Bye. Merci.